Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour cette toute première vidéo d'intervention d'un partenaire de Cohom. Aujourd'hui on accueille Grégoire Charroyer. Bonjour Grégoire. Bonjour à tous et à toutes, merci Laura de m'accueillir. Avec plaisir, donc Grégoire travaille actuellement pour le cabinet Nova Expertise. Le cabinet Nova que tu vas nous présenter rapidement. Rapidement, vas-y, Nova, on a un cabinet d'expertise comptable assez atypique en fait pour deux raisons. D'une part, on traite essentiellement l'accompagnement des freelances, des graphistes, architectes, consultants indépendants, donc tout ce qui est lié au monde du conseil. Et on a un modèle centré sur le créateur d'entreprise. Voilà, on accompagne essentiellement des primo-créateurs dans toutes les démarches de création, du choix du statut juridique jusqu'à l'immatriculation de l'entreprise. Et ensuite, on propose le suivi comptable concernant le dossier créé, tout simplement. Très bien, merci beaucoup Grégoire. On vous a posé la question sur la page Facebook de l'événement de nous envoyer vos questions pour qu'on puisse les poser en direct à Grégoire et qu'il puisse vous apporter des réponses immédiatement. Donc on va commencer tout de suite par les premières questions reçues. Alors la première question a été posée par Auréline. Merci Auréline pour toutes tes questions concernant plutôt le statut lié aux graphistes et à la maison des artistes. On en a sélectionné une seule. Grégoire répondra un petit peu plus tard, peut-être en privé, à toutes tes autres questions qui étaient quand même très spécifiques et qui ne concernaient pas forcément l'intégralité des Cohomeurs. Donc la question que nous avons sélectionnée, une de tes questions que nous avons sélectionnées, concerne le fait de que se passe-t-il quand on atteint ou dépasse le plafond de l'auto-entrepreneur. Donc Grégoire va nous expliquer justement les trois statuts qui s'appliquent aux freelances lorsque un dépassement de seuil intervient. Donc bonjour Auréline, concernant le plafond de l'auto-entreprise, donc tu approches les seuils. Si tu es en prestation de service, tu es à 32 900 euros de plafond de chiffre d'affaires pour l'auto-entreprise. Si tu dépasses ce chiffre d'affaires-là, tu vas te basculer automatiquement en entreprise individuelle. Juridiquement, c'est plutôt proche, tu es en nom propre, c'est toi, personne physique, qui représente l'activité. Fiscalement, par contre, c'est un peu différent. En auto-entreprise, tu dois simplement déclarer tes recettes. Donc dans ce cas-là, faire une addition de tes encaissements et déclarer tous les trimestres ou tous les mois ce montant. Si tu passes en entreprise individuelle, tu vas devoir déclarer un bénéfice. Et donc là, ça implique potentiellement l'intervention d'un cabinet comptable pour calculer ce bénéfice qui correspondra à la différence entre tes recettes et tes frais. Et ce bénéfice-là servira aussi de base de calcul à tes charges sociales. Actuellement, en auto-entreprise, tu payes les charges sociales sur les recettes. Là, tu les paieras sur les bénéfices en entreprise individuelle. Donc, auto-entreprise, lorsqu'on dépasse les seuils, on passe automatiquement en entreprise individuelle, mais ça représente le même statut juridique, c'est juste que les impôts et les charges sociales vont être calculés sur une base différente, très simplement. Ensuite, il y a, une autre solution. Au lieu d'être en entreprise individuelle, donc d'être en nom propre, tu peux créer une société. Donc là, une EURL ou une SASU, par exemple, c'est les deux grands types de sociétés. Ça représente peut-être 95% des statuts pour les freelances, avec des différences notables, notamment en termes de charges sociales, très simplement. Les charges sociales, c'est pour te donner accès à la sécurité sociale et ça concerne tes droits de retraite. En EURL, tu es au RSI, tu vas payer un pourcentage de charges sociales par rapport à ta rémunération au RSI. En SASU, socialement, tu vas être à l'URSSAF, tu vas payer tes charges sociales comme pour un salarié, avec un taux de charge sociale plus important, mais qui te donnera droit au régime général de la sécurité sociale et à une retraite de cadre. Donc, auto-entreprise, je dépasse les seuils, je suis automatiquement en entreprise individuelle, mais je peux très bien arrêter l'auto-entreprise et créer une société. Ça peut être une EURL ou une SASU. Tous ces éléments-là, on peut les définir en one-to-one si tu le souhaites. Tu peux savoir essentiellement que la différence entre l'EURL et la SASU, elle est sociale surtout. Il y a un régime qui est au RSI, un autre qui est celui des salariés, qui coûte un peu plus cher. Voilà. Très bien, ok. Merci beaucoup Grégoire. On va passer maintenant aux questions de Kwang. Ouais. Kwang qui est architecte à son compte en entreprise individuelle. Alors il a les questions suivantes. Quelles sont les différences entre les charges de l'entreprise individuelle au niveau simplifié ou au régime réel et leur pourcentage par rapport au chiffre d'affaires? Ok. Donc tu es architecte en entreprise individuelle. Le régime simplifié, peut-être que tu parles du régime micro. Le régime micro, c'est quoi? C'est que tu déclares seulement tes recettes et tu payes ton impôt sur le revenu par rapport à un pourcentage de tes recettes.
qui correspond à 66%. On enlève 34% de tes recettes au titre des frais. C'est un abattement forfaitaire. On déduit des charges d'un point de vue forfaitaire, peu importe ce que tu dépenses. Donc ça, c'est le régime micro. À l'opposé du régime micro, on a le régime réel. Donc là, tu dépenses tes frais réels, les frais liés à ton activité. Maintenant, qu'est-ce qui est plus intéressant entre le régime micro et le régime réel? Eh bien, ça dépend des frais. Si tu fais 10 000 euros de recettes, on va déduire 3 400 euros de frais forfaitairement. Pour un architecte, l'abattement en régime micro, il est de 34%. Si pour ton activité, tu dois dépenser 5 000 euros, parce qu'il faut que tu fasses appel à des sous-traitants, que tu fais appel à un graphiste pour ton site web, si tu dépenses 5 000 euros et que tu fais 10 000 euros de recettes, au final, ton bénéfice, il est de 5 000 euros, alors qu'au régime micro, ton bénéfice forfaitaire, il aurait été de 6 600 euros. Donc là, tu as intérêt à être au régime réel. Le régime réel, c'est que tu dépenses tes frais réels liés à ton activité. Je ne peux pas te dire quel est le montant de frais réels qu'on peut dépenser, puisque les frais réels sont déductibles dans la mesure où ils sont dans l'intérêt de l'entreprise. Tu peux dépenser 10 000 euros de frais, comme d'autres pourront dépenser 20 000, puisque pour leur activité, ils auront besoin d'engager 20 000 euros de frais. Voilà. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est comparer l'abattement forfaitaire de 34% avec tes frais réels potentiels, et regarder entre les deux le plus intéressant. Mais sache une chose, c'est que le régime micro est limité. Il est à 32 900 euros comme l'auto-entreprise. D'ailleurs, un auto-entrepreneur, on dit qu'il est au régime micro-fiscal, c'est la même chose. On abat forfaitairement 34% de frais, on a imposé sur 66% de ce qu'on gagne. Voilà. Ok, très bien. On continue avec les questions de Kwang. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions directement en commentaire pour que je puisse les poser en retour à Grégoire. Alors la suite des questions de Kwang, c'est les bases de la SASU. Alors, ça, c'est une excellente question. Je pense que ça va pouvoir en intéresser d'autres. Je vous ai expliqué la SASU tout à l'heure sur la question d'Auréline. On va y revenir plus en détail. Moi, ce que je te propose, c'est d'aborder la SASU à 3 niveaux. L'aspect juridique, l'aspect fiscal et l'aspect social. Le fisc, c'est pour le budget de l'État, c'est l'impôt. Le social, c'est pour payer ta retraite et ta sécurité sociale. Alors, la SASU, déjà d'un point de vue juridique, je crée une société. Donc, je crée une personne morale distincte de moi, personne physique. Ça veut dire quoi, pour simplifier? Ça veut dire que je suis protégé, que mon patrimoine personnel est protégé. Si tu devais faire une prestation, engager des frais, ne pas pouvoir payer tes fournisseurs, les fournisseurs se retourneraient contre ta SASU et pas contre toi, personne physique. Donc, ça veut dire que ton patrimoine personnel est protégé. Donc, premier élément de la SASU, d'un point de vue juridique, je suis en responsabilité limitée, je crée une personne morale. Ça, c'est important. Deuxième point, d'un point de vue fiscal, une SASU est à l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 impôts à payer en fait en SASU. Si tu te prends un salaire, le salaire que tu vas te prendre avec ta SASU, que la SASU va te verser à titre personnel, sera déclaré un impôt sur le revenu. Comme pour un salarié par exemple, le salaire à l'impôt sur le revenu. Et le bénéfice que tu laisseras dans la structure de ta SASU, tu n'es pas obligé de tout prendre en salaire, tu peux très bien dire j'ai encaissé 100, j'ai dépensé 10, je me prends 20 de salaire, et le reste, je le laisse en bénéfice dans la SASU. Et bien ce bénéfice-là sera soumis à l'impôt sur les bénéfices, on parle aussi d'impôt sur les sociétés, à un taux qui est de 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfice, et qui est de 33% pour la partie supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais 48 000 euros de bénéfices, tu auras 15% sur les 38 120 premiers euros et les 10 000 euros de plus seront taxés à 33%. Donc, juridiquement, la SASU, responsabilité limitée. Fiscalement, 2 impôts à payer. Mon impôt sur le revenu par rapport au salaire que je me prends, traditionnel. Mon impôt sur les sociétés par rapport aux bénéfices que je laisse dans la structure. Maintenant, socialement, la SASU, un point qui est extrêmement important, socialement, c'est pour payer ta sécurité sociale et ta retraite. En SASU, on a une fiche de paye, donc un salaire brut, un salaire net, et entre les deux, des cotisations URSSAF. Cette fiche de paye te donne accès au régime général de la sécurité sociale et à une retraite de cadre. Donc le taux de charge sociale en SASU est plus élevé qu'en EURL, ça c'est un fait. Il est entre 70 et 80% du montant net. Ça veut dire que si tu veux 1 000 euros net dans ta poche, tu as entre 700 et 800 euros à donner à l'URSSAF. Donc c'est un taux qui est relativement important quand on le rapporte au salaire net, mais ça te donne accès au régime général de la sécurité sociale et à une retraite de cadre. Donc la SASU est un statut où tu vas cotiser tous les trimestres des montants plutôt importants en charges sociales, mais te donner accès à un régime plus favorable, notamment au niveau de la retraite. Ça c'est le premier point. Je t'ai défini les 3 caractéristiques principales de la SASU d'un point de vue juridique, fiscal et social, et j'en ai peut-être une dernière aussi à rajouter, ça concerne les dividendes.
Si je dois définir les dividendes, je dirais que c'est le gâteau qui reste dans l'entreprise une fois que tu as tout payé. Tes fournisseurs, toi en tant qu'assimilé salarié, tes charges sociales et l'État à travers l'impôt sur les sociétés. Une fois que tu as tout payé, il va rester un montant que tu pourras récupérer en dividendes. Ce montant-là va être bien sûr taxé par l'État à 15,5%, ce qu'on appelle la CSG-CRDS. Ça veut dire que si à la fin de l'année, il reste 10 000 € dans ta structure, une fois que tu as tout payé, même l'impôt sur les sociétés, il reste 10 000 €, tu décides de récupérer ce gâteau, tu auras 8 450 € net dans ta poche. C'est-à-dire que 10 000 € bruts de dividendes, moins 15,5% de CSG-CRDS. Tu as 8 450 € dans ta poche. Ces 8 450 €, tu devras les déclarer à l'impôt sur le revenu, mais il y a un abattement, puisque les dividendes ont déjà été soumis à l'IS, donc l'État réduit une partie du montant imposable pour atténuer cette double imposition. Je paye l'IS et après je paye l'impôt sur le revenu. Et l'abattement, il est de 40%. C'est-à-dire que si tu as 10 000 € de bénéfices après impôt, tu décides de les récupérer en dividendes, tu as 8 450 € dans la poche et tu payes un impôt sur le revenu sur 6 000 €. 10 000 € de dividendes bruts, moins 40% d'abattement. Voilà. Ok. Très simplement. Ok, très bien. Merci. Kwang continue ses questions en nous demandant comment est-ce que ça se passe pour s'associer. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier une entreprise individuelle, ce qui paraît impossible puisque c'est pour s'associer, Exactement. une ESA, ou est-ce que tu aurais d'autres conseils pour s'associer? Oui, bien sûr. Alors, l'association, c'est important pour développer un projet. Parfois, on a besoin de faire rentrer des associés dans une structure. Bon, l'entreprise individuelle, bien évidemment, c'est vous, personne physique, qui représentez l'activité. Aucune association possible. C'est la société qu'il faut privilégier. Deux grands statuts, la SAS et la SARL, qui représentent une bonne partie des créations. La SA, on ne va pas forcément l'aborder, c'est pour... On va dire que c'est un statut réservé aux projets d'une taille plutôt importante. Il faut 37 000 € de capital au minimum et 7 associés. Voilà, ça reste une part assez faible des créations. C'est réservé, je pense, à des entreprises qui ont besoin de capitaux importants et des investissements derrière aussi extrêmement importants. La SARL et la SAS couvrent déjà une bonne partie des projets. Donc, la SARL, Société à responsabilité limitée, donc entre 2 et 100 associés maximum, donc il y a de la marge pour faire entrer des investisseurs, et la SASU, Société par action simplifiée, et la SAS, Société par action simplifiée, qui est à l'image de la SASU, les mêmes caractéristiques, mais avec plusieurs personnes cette fois-ci. Voilà. Donc deux grands statuts pour s'associer. Les caractéristiques de la SAS, je les ai abordées dans ta précédente question. Les caractéristiques de la SARL, je peux l'aborder sans souci. Encore une fois, d'un point de vue juridique, fiscal et social. Juridique, idem qu'en SAS, responsabilité limitée. Tu crées une société, toi, personne physique, tu es protégé. L'aspect fiscal, idem, impôt sur le revenu, sur le salaire que tu prends ou la rémunération que tu prends de ta SARL, et impôt sur les sociétés, sur le bénéfice que tu laisses dans la structure. Aspect social totalement différent entre la SAS et la SARL, c'est l'opposé. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la SAS, tu as une fiche de paye, régime général de la sécurité sociale. En SARL, c'est totalement l'opposé, tu es TNS. TNS, ça veut dire travailleur non salarié, tu vas payer tes charges sociales au RSI, régime social des indépendants. Je suis désolé pour tous ces acronymes, j'en suis pas responsable. Mais on les voit tous au quotidien, donc bon, voilà. Tu peux y aller. Hein. Donc, la différence entre être assimilé salarié en SAS ou travailleur non salarié en SARL, déjà, il y a un taux de charge sociale beaucoup plus faible en SARL, environ 40%, contre 70% précédemment. Mais il y a un régime moins protecteur, notamment au niveau de la prévoyance et de la retraite. La sécurité sociale de base est identique, les régimes ont été alignés, qu'on soit salarié, en SAS, en SARL, auto-entrepreneur, la sécurité sociale, le remboursement chez le médecin est identique. Mais la prévoyance, donc là c'est un cas plus grave, et la retraite en SARL est beaucoup plus faible et nécessite bien souvent d'être complétée par des contrats privés. On parle de contrats Madelin. Voilà. D'accord. Ok, donc en fait, il faudrait qu'on puisse quand même un petit peu creuser, peut-être plus tard, tout cet aspect-là qui peut être assez compliqué. Ça sera l'occasion de faire un Facebook une Live prochaine vidéo sur la protection sociale. Alors, une dernière question de Kwang qui concerne la protection de sa famille. Ouais. Typiquement, il aborde la question de ses biens propres ou communs dans un PACS, quand on est pacsé avec son conjoint ou sa conjointe. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors,
le fait de créer une société permet déjà de protéger le patrimoine personnel. Ensuite, le pacte, s'il y a une séparation de biens qui est effectuée, donc il n'y a pas forcément d'impact dessus. En cas de mariage, un contrat de mariage peut être intéressant. Et là, je vous invite à vous rapprocher d'un notaire pour valider l'aspect patrimonial de l'engagement d'une création d'entreprise. Ça, c'est fondamental. En entreprise individuelle, on est en nom propre, donc son patrimoine personnel est protégé. En cas de régime de la communauté lors d'un mariage, le patrimoine de la communauté est mis en jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement peu protecteur. Si on crée une société, on crée une personne morale, donc on va protéger son patrimoine personnel. Le cas échéant, on peut protéger sa communauté. Néanmoins, si on veut vraiment protéger son conjoint, un contrat de mariage et la séparation de biens accentue la sécurité et améliore la protection patrimoniale du couple. D'accord, donc pour simplifier, si on rentre dans un cadre de mariage, il faut plutôt aller quand même se renseigner auprès d'un notaire qui va pouvoir vraiment bien expliquer et voir quel est le régime qui pourrait être le plus adapté pour le professionnel. Exactement, exactement. On va passer à une question de Hubert. Hubert te demande, le profil d'Hubert, il est à l'étude pour se lancer en tant qu'indépendant, en tant que développeur mobile. Il a 2 questions, on n'en traite qu'une aujourd'hui Hubert, si tu as la possibilité après de reprendre contact avec Grégoire continuera de répondre à tes questions. La question qu'on a choisie qui est, sachant qu'il y a quelques petits investissements à faire au lancement, est-il plus intéressant de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur et de basculer en société une fois le chiffre d'affaires atteint, donc le plafond de l'auto-entrepreneur atteint, ou est-il plus intéressant de se mettre en société directement? Ok, bonne question Hubert. Pour commencer, on ne pousse pas forcément à la création d'entreprise. La création d'une société, c'est relativement simple, peu onéreux. Les frais de greffe sont de 41,50 € pour créer l'entreprise, pour immatriculer l'entreprise. L'annonce légale pour annoncer aux tiers que l'entreprise est créée est d'environ 200 €. Donc les frais de création sont plutôt faibles. Les frais de fermeture sont plus importants. Donc en général, lorsqu'on crée une société, c'est quand on a un peu de visibilité. Donc plus l'incertitude est élevée, plus l'auto-entreprise peut être pertinente. Pourquoi ? Puisque ça s'ouvre simplement et ça se ferme simplement. Maintenant, quand ne pas créer, l'auto-entreprise peut être un mauvais choix quand on sait qu'on va dépasser les seuils dès le départ. Tu es développeur freelance, tu trouves un contrat, un taux journalier plutôt important, tu te dis je vais me mettre auto-entrepreneur sur le départ et après je changerai de statut. Ça, c'est pas une bonne solution. Autant démarrer tout de suite en création d'entreprise si tu as un peu de visibilité pour pérenniser ton statut, démarcher commercialement avec ton statut juridique déjà effectué, pouvoir déduire tes frais, tes premiers investissements et ne pas devoir changer de statut au bout de 6 mois. Voilà. Donc plus l'incertitude est élevée, plus l'auto-entreprise peut s'avérer pertinente. Néanmoins, si tu as de la visibilité dans ton projet, n'hésite pas à te lancer dans la création d'entreprise, tu pourras déduire tes frais et finalement ne pas repousser un changement de statut juridique qui interviendra. On a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui dépassent les seuils. Un dépassement de seuil, c'est pas compliqué à gérer, mais ça peut s'avérer problématique d'un point de vue fiscal et social. Autant anticiper au maximum les choses. Ouais, d'accord. Ce qui paraît plutôt logique. Il vaut mieux avoir une vision à long terme que de se retrouver dans une situation délicate. Exactement. Mais quand on n'a vraiment aucune certitude et je dirais peu de visibilité, ça peut être pertinent l'auto-entreprise. À la base, l'auto-entreprise avait été créée pour des activités secondaires ou des petites activités. Il m'est arrivé de rencontrer un entrepreneur qui pensait faire 75 000 € de chiffre d'affaires et avait créé une auto-entreprise. Il avait son contrat signé à 75 000 €. Mais l'auto-entreprise a été créée. Ça, je trouve ça pas du tout pertinent puisque on sait qu'on n'est pas auto-entrepreneur, on le fait par facilité, mais dans 6 mois, les mêmes questions se reposeront. L'aborder tout de suite permettra de clarifier la situation. Très bien. On a reçu 3 nouvelles questions. Une première de la part de Clément. Clément est prestataire pour effectuer des événements dans des villes afin d'y implanter des entreprises. Donc ça, c'est son cœur de métier. Hier, il s'occupait de la partie opérationnelle et maintenant, il a une graphiste qui travaille avec lui. Quelle structure juridique serait la mieux adaptée dans son cas, à ton avis ? Alors là, on pourrait en discuter en one-to-one. Le choix du statut juridique doit se faire sur des prévisions de chiffre d'affaires, une anticipation des besoins sociaux. Est-ce que je vais être au RSI ? Est-ce que je pourrais me prendre une fiche de paye en SAS, même si le taux de charge sociale est plus élevé ? Il y a beaucoup de questions à se poser et j'ai peu d'éléments pour te conseiller sur le choix du statut juridique. Là, tu me mentionnes une graphiste. Est-ce que c'est une graphiste freelance ? Si c'est une graphiste freelance, elle va te faire une facture.
Donc peut-être que l'auto-entreprise n'est pas forcément pertinent, puisqu'en auto-entreprise, on ne déduit pas les frais. On a un abattement forfaitaire. Si les frais de ta graphiste sont plutôt importants, peut-être qu'un autre statut où tu vas déduire tes frais serait plus pertinent. Et peut-être qu'aussi au niveau de la facturation, ça peut être plus intéressant s'il a une structure qui peut facturer en une seule fois, plutôt que d'avoir deux facturations qui sont différentes. Exactement, oui. Très bien. Nous avons aussi une question de Julie. Quel est le statut le plus proche de celui de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire la liberté de disposer de ses revenus à tout moment sans avoir à se verser des salaires ou des dividendes, de faibles charges et pas de bilan comptable à fournir. Donc Julia, pas Julie, disait oui je rêve mais je tente quand même. Est-ce que tu confirmes? Alors Julia, déjà c'est très bien de rêver, mais c'est pas possible. En fait, l'auto-entreprise c'est un mini statut, pas besoin de faire de bilan, pas de TVA, pas de démarche administrative. Pourquoi? Parce que l'auto-entreprise c'est une mini entreprise individuelle où tu déclares que tes recettes. Donc au final il suffit juste d'additionner ces recettes et de le déclarer. Maintenant, quand tu changes de régime, tu vas devoir soit déclarer un bénéfice en entreprise individuelle. Donc dans ce cas-là, il faut quand même faire un bilan. Si tu crées une société, donc une EURL ou une SASU, tu auras quand même un bilan à faire, puisque tu auras quand même des déclarations fiscales, comptables et sociales à effectuer. Et encore une fois, l'impôt et les charges sociales ne seront pas basées sur tes recettes. Donc je dirais le statut le plus flexible pour certains freelances, et je prends des pincettes puisque ça dépend vraiment de cas individuels, mais l'entreprise individuelle et l'EURL conviennent à de nombreux freelances puisqu'il n'y a pas de formalisme pour se payer. En entreprise individuelle, on peut se payer tous les jours, toutes les minutes, une fois par an, une fois tous les 6 mois, c'est pas grave. Tous les salaires de l'année sont additionnés et déclarés qu'une seule fois par an. C'est l'année suivante, c'est en mai N+1, donc en mai 2017, au cabinet Novant, on va déclarer le salaire de nos clients de 2016. Pour nos clients en EURL essentiellement ou en entreprise individuelle. Donc là, il y a une réelle flexibilité. Ça plaît beaucoup aux freelances de pouvoir se dire je fais un gros contrat, je me verse 10 000 euros et je ne me verse rien pendant 4 mois. Voilà. Cette flexibilité-là peut se rapprocher de l'auto-entreprise. Par contre, il y aura toujours besoin d'un comptable et besoin d'un bilan. Alors le comptable n'est pas obligatoire mais fortement conseillé pour réaliser les déclarations. D'une part, puisque tu n'auras pas forcément le temps de le faire. Et pour une notion de compétence et de responsabilité, c'est important de pouvoir déléguer ces types de prestations. Merci Grégoire. On a reçu aussi une question de Aurélie qui dit être chargée de communication indépendante en auto-entrepreneur. C'est sa première année de création. Elle se rend compte des limites. Elle ne peut pas déduire, elle ne peut déduire aucune charge de son chiffre d'affaires, de son matériel. Ouais, on va déjà prendre ce premier point. Vas-y, allons-y. Un auto-entrepreneur déduit des charges, mais elles sont forfaitaires. Donc, en entreprise individuelle, si tu encaisses 10 000 euros et que tu dépenses 5 000, tu vas faire un bénéfice de 5 000. Et ce bénéfice-là, tu vas le déclarer à l'impôt sur le revenu. En auto-entreprise, il y a un abattement de 34% pour frais. C'est un abattement forfaitaire. C'est-à-dire que si tu encaisses 10 000, tu vas être imposé sur 6 600. On va déduire forfaitairement 3 400. Donc, beaucoup d'auto-entrepreneurs se disent je ne déduis pas mes frais. En fait, si on déduit des frais, c'est juste que vous ne le voyez pas, mais au final, vous n'êtes pas imposé sur tout ce que vous encaissez. Vous êtes imposé sur 66% de vos recettes. Ouais. D'accord. Donc en fait, ça rejoint la conversation qu'on avait juste avant, justement sur l'entreprise individuelle ou le URL. Exactement. D'accord. Donc ça rejoint aussi par rapport à sa question où elle ne peut faire aucune rétrocession d'honoraires alors qu'elle collabore avec des développeurs, des web développeurs pour ses clients. Elle est donc obligée de demander à ses prestataires de facturer en direct, ce qui n'est pas très pratique. Ça, c'est un réel désavantage de l'auto-entreprise. Là, tu es dans un cas plutôt spécifique où tu fais appel à des sous-traitants, prestats, web dev. Et donc là, tu ne peux pas les payer toi en direct puisque tu ne les déduis pas. Donc financièrement, tu ne t'y retrouverais pas. Là, je reconnais que l'entreprise individuelle peut être intéressante ou le URL. Ça dépend de l'engagement que tu souhaites mettre dans ce projet. Mais c'est certain que être en auto-entreprise et avoir beaucoup de frais à déduire n'est pas forcément pertinent. Et même si le taux de charge sociale en entreprise individuelle ou en EURL est plus important, l'assiette de calcul est plus faible. Je m'explique très simplement. En auto-entreprise, tu payes 22,9% de charges sociales, ou environ 23% de charges sociales, on va dire. Ça veut dire que si tu encaisses 10 000, tu vas payer 2 300 euros de charges sociales. En entreprise individuelle, le taux de charge sociale il est d'environ 40%, mais pas des recettes, 40% du bénéfice. Donc le taux est plus important, mais 40% de 5 000, ça fait 2 000. Et 23% de 10 000, ça fait 2 300. Donc au final, souvent, l'auto-entrepreneur se dit il n'y a pas de meilleur statut que l'auto-entreprise puisque 23% de charge, c'est imbattable. Oui, mais 23% de charge des recettes.
alors que 40% de charge du bénéfice, c'est un taux plus important, mais la base est plus faible. Il faut prendre en considération ceci. L'auto-entreprise, c'est un super statut, mais il peut être très limité dans certains cas, et il faut vraiment se poser les bonnes questions en termes de frais et d'attente, de charges sociales, etc. D'accord, très bien. On a une question d'Aurélie. Quel est le coût de la création pour une SASU puis ensuite les charges, les taxes et les frais fixes si on a un chiffre d'affaires ou si on n'en a pas? Alors, il y a plusieurs sujets dans cette question-là. ouais, c'est une excellente question. Le coût de création d'une SASU, alors nous, on ne prend pas d'honoraires de création. C'est vraiment Nova, l'accompagnement Nova, qui est centré sur le créateur d'entreprise, que ce soit une EURL, une SASU, une entreprise individuelle. On réalise l'ensemble des formalités, statut, annonce légale, sans honoraires. Et après, on propose le suivi comptable. Donc le coût de création d'une SASU chez nous, c'est uniquement les frais de greffe et d'annonce légale, c'est environ entre 200 et 250 euros, c'est-à-dire 41 euros pour le greffe du tribunal de commerce et entre 100 et 150 pour le journal d'annonce légale pour annoncer au tiers que vous créez votre SASU, très simplement. Ensuite, au niveau des frais. Une SASU qui ne fait pas de chiffre d'affaires aura une structure de coût plutôt light malgré tout. Les frais à prévoir, c'est quoi? C'est comptable, banque et on va dire une taxe foncière à payer tous les ans sur le siège social, c'est la cotisation foncière des entreprises. Ça, c'est au minimum ces 3 frais-là à payer, je dirais, pour avoir un suivi comptable et administratif, parce que même s'il n'y a pas d'activité, il y a quand même des déclarations à effectuer, avoir un compte bancaire et payer une taxe foncière tous les ans sur son compte pro. À Paris, la taxe foncière, c'est entre 100 et 300 euros selon les arrondissements. Ça peut monter un peu plus dans certains arrondissements, mais voilà. Si vous voulez une idée du montant, je dirais que la SASU coûterait un peu plus d'une centaine d'euros d'honoraires comptables, une vingtaine d'euros de frais bancaires et, par mois et une centaine d'euros par an de taxes foncières. Ça, c'est le premier point. Ensuite, alors, si on peut reprendre ta question sur la partie administrative de la SASU, c'est plutôt light malgré tout, mais il y a quand même plus de démarches que l'auto-entreprise. Donc là, il faut faire appel à un comptable pour que tu puisses déléguer tes déclarations de TVA, ta saisie comptable, ton bilan et ta déclaration à faire tous les ans aux impôts. Donc ça, c'est des choses que nous pouvons réaliser. Et je dirais, en termes de l'avantage d'avoir une SASU, d'avoir un statut bien établi, c'est que commercialement, ça peut être intéressant aussi en termes de démarche commerciale et de prospection commerciale. Il y a plus de légitimité en ayant une société qu'en étant sans statut et en voulant créer plus tard. Qui est effectivement un côté un peu plus solide à revendiquer au moment de la démarche commerciale. Très bien. On a le temps de prendre une toute dernière question, succinctement. Christophe qui pose la question de savoir si on a parlé de portage salarial. Alors ça, c'est effectivement un cadre juridique qui est très particulier. Est-ce que tu penses qu'en 1 minute, tu peux nous faire une synthèse du portage salarial et peut-être même de la coopérative dans un sens un petit peu plus large? Alors, le portage salarial, moi je considère que c'est du salariat. C'est juste que tu es salarié d'une entreprise qui va te refacturer à un client sous un contrat spécifique qui est plus flexible qu'un CDI traditionnel. Donc, au niveau du portage, moi mon commentaire il est très simple. Plus l'incertitude est élevée, plus le portage peut être pertinent, tout comme l'auto-entreprise, puisque les frais de création sont quasi nuls et les frais de fermeture sont quasi nuls aussi. C'est très flexible. Donc quand la mission elle est court terme, le portage peut être un bon point. Une société, une EURL ou une SASU, une entreprise individuelle, là nécessite une visibilité sur le moyen terme. Je ne dis pas qu'il faut 3 ans de visibilité pour créer une SASU, non, mais déjà quelques mois de visibilité ou une prospection commerciale déjà établie. Le portage, à l'image de l'auto-entreprise, c'est sur un projet incertain ou sur un projet court terme. Sur le long terme, ça peut être intéressant, mais c'est un projet qui coûte cher puisque le portage, c'est du salariat. Donc le taux de charge sociale est un taux de charge sociale de salarié, en plus de la marge de la société de portage. Là où une société a créé, une URL ou une SASU, on peut définir sa stratégie fiscale entre prendre du salaire et laisser du bénéfice, déduire ses frais, et avoir, je dirais, un montant net disponible qui peut s'avérer plus important. En tout cas, ça nécessite de comparer la création d'une société et le portage, mais bien souvent, je récupère des personnes qui ont été portées pendant un certain temps, et c'était pour tester le projet et ne pas créer une société tout de suite. Voilà.
Très bien. Merci Grégoire, merci à tous Merci pour vos Laura, questions. merci à vous et n'hésitez pas à continuer dans les commentaires sur d'autres questions ou à me contacter ou à faire une demande sur le site Nova. C'est avec grand plaisir qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Parfait, Merci. nous allons bientôt revenir avec une autre vidéo, on vous tiendra au courant très bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.